Aujourd'hui, on va voir les résultats semestriels de Téléperformance avec leur communiqué, enfin la présentation qu'ils ont fait, et leur sortiment sur les perspectives à venir. Alors, Téléperformance, on avait fait deux choses. On avait fait une étude des ratios et on avait aussi fait une estimation de valorisation. Mais on voit bien que depuis un petit moment déjà, on est sur la pente descendante et qu'on arrive à une valorisation de 2017-2018. Donc la question c'est, euh, en gros, est-ce que ça va continuer de descendre? Est-ce qu'on est sur un point bas? Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que c'est une bonne opportunité maintenant? Est-ce qu'on est encore surévalué et que c'est pas pour rien que le marché continue de sous-valoriser cette entreprise? Bref, ça peut se résumer en une seule question. On va dire deux. La première étant combien ça vaut Téléperformance aujourd'hui, ce qui pourrait nous permettre de nous situer. Et la deuxième, c'est surtout quelles sont les perspectives. Parce que si aujourd'hui on estime qu'on est valorisé ici, mais que les perspectives sont très mauvaises, effectivement, du coup, ça peut justifier qu'il y ait une descente parce que la bourse anticipe toujours. Et si jamais on est sous-valorisé, on est là, et que les perspectives sont excellentes pour l'avenir, bon, bah, ça peut être le moment de rentrer en position. Bref, la valorisation, on l'avait déjà faite, et aujourd'hui, on va essayer de voir un petit peu les perspectives vues du point de vue de Téléperformance, de l'équipe dirigeante, ce qui est toujours bon à prendre, puisque c'est leur sentiment, et c'est eux qui sont au cœur des relevés, des stratégies, de l'ambition, bref, c'est eux qui sont au cœur de la tempête, donc c'est eux qui peuvent nous dire si ils se sentent confiants ou pas, s'il va y avoir des retouches à faire ou pas, s'il y a des grands changements à venir, ou si pour eux, tout roule et qu'on continue comme ça. Donc, on va sur la présentation. Elle a eu lieu en septembre et du coup, ça reflète sur le premier semestre, ce qui est logique puisque du coup, ils ont eu le temps d'étudier et de valider les 6 premiers mois de l'année. Et là, ils font une présentation et ils expliquent leurs chiffres. Alors, il y a pas mal de pages, il y a 66 pages, donc on va pas toutes les faire. On va juste sortir ce qui, selon moi, est décisif. Après, vous pouvez aller sur le site de Téléperformance et je vous mettrai le lien dans la description. De toute façon, sinon, c'est site de Téléperformance et vous allez sur l'espace Investors et là, vous avez tous les communiqués, donc vous trouvez celui de septembre. Alors, on attaque tout de suite. Donc là, il nous présente le groupe. Alors, si vous suivez un petit peu le dossier, c'est des chiffres que vous avez déjà vus. Donc là, bon, rien de nouveau. On passe à la suite. Ici, ce sont le résumé. Alors pareil, si vous avez vu les précédents communiqués, vous avez les précédentes années, mais du coup là vous avez donc, les deux dernières, donc la première moitié ici et 2022. Alors la première moitié ici, donc là c'est les résultats estimés d'après le premier semestre, puisque forcément quand on a fait les 6 premiers mois de l'année, on peut doubler, on peut tirer, et on arrive à avoir des projections qui sont plutôt pas mauvaises. Alors évidemment, il y a des saisonnalités. Les 6 derniers mois de l'année ne sont pas forcément exactement les mêmes que les 6 premiers. Peut-être qu'en décembre, on fait rentrer plus ou moins de chiffre d'affaires qu'au mois de mars, par exemple. Mais globalement, c'est empirique, mais ça fonctionne bien. On a une estimation. Donc on voit bien ici qu'on est quand même en constante augmentation depuis de nombreuses années. On voit bien que même donc là avec confinement, Covid, tout ça, on n'a pas eu trop de mal sur le chiffre d'affaires. Ça s'est un peu ressenti sur la marge, forcément, puisqu'il a fallu tout repenser, faire renvoyer les gens chez eux, commencer à faire du télétravail, etc. Donc forcément, les marges se retrouvent affectées. Le chiffre d'affaires a continué de grandir et on voit bien que même 2021-2022, ça a relancé de plus belle. Donc la société, pour l'instant, a l'air de trouver de nouveaux marchés et de nouveaux clients. Et du coup, ici, d'après la barre, on voit bien que du coup, on serait plus haut estimé que l'année dernière, sur les 6 premiers mois en tout cas, c'est ce que ça a l'air d'indiquer. On voit également que la marge, donc les bits, continue de monter, donc c'est du coup la marge opérationnelle donc de leur activité. On voit bien qu'on était à 15,1, 15,5 et 16, donc là on n'est pas sur les chiffres d'avant qui sont encore mieux, on est quand même sur du très récent, donc on voit bien que du coup 16% c'est atteignable et c'est dans la logique, dans la continuité de ce qu'était la performance c'est faire. Ce qui est une très bonne nouvelle, c'est qu'on voit que les marges continuent de monter, on aurait pu arriver sur un plateau, et même si c'est que de 0,5% par an, ben c'est toujours ça de prix, puisqu'au bout de 5 ans, ça nous fera 2,5% en plus, ce qui est génial. Donc si on arrive à avoir un chiffre d'affaires qui augmente, plus une marge qui augmente, c'est génial, mais on voit bien que du coup, Téléperformance n'est absolument pas à jeter, et du coup, le cours de bourse ici qui s'effondre là, depuis donc maintenant 2021, donc on va dire ici décembre 2021 jusqu'à aujourd'hui, on est sur une chute phénoménale, alors que quand on se retrouve ici, depuis 2021, alors on dit décembre 2021, on va dire du coup ça commence à janvier 2022, et bien chiffre d'affaires en augmentation, marge en augmentation, donc pour l'instant ça n'est pas justifié. On a ici les différents scores, donc ça on peut passer, si vous voulez aller plus en profondeur c'est possible, mais c'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui.
On voit ici donc l'EBITDA margin de 20,4%. Alors ils expliquent bien que c'est before non-recurring items, donc c'est pas ce qu'il y a à prendre en compte, mais c'est pour vérifier, comparer au précédent semestre. Ensuite, on a, bon là c'est un petit récapitulatif du coup pour dire que ils ont un business model qui est relativement solide dans 72 pays, etc. Bon bref, ici ils font un rappel de leur force. On a ici, pour ceux qui veulent voir les chiffres un peu plus en détail, la progression entre l'année dernière et aujourd'hui. Bref, on passe un petit peu parce que c'est pas ce qui nous intéresse le plus. Si vous voulez aller voir la présentation, je vous conseille d'aller le faire parce que c'est vraiment très instructif. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est les revenus qui sont là parce que ça nous donne le revenu officiel. Donc on a les revenus ici, les EBITDA, le free cash flow, environ 1 milliard. Alors même si on est peut-être un tout petit peu en dessous, 900 et quelques ou 1 milliard 1, bref, on va dire 1 milliard. 1 milliard pour aujourd'hui, une capitalisation qui est estimée à 6,34. Donc on a une capitalisation totale de 6,34. Allez, on va dire 6,35. Donc 1 milliard de free cash flow pour une capitalisation à 6 milliards et 500 millions, disons. Donc on a quand même un price to free cash flow de 6,5. En 6,5 exercices de ce type-là, vous récupérez votre argent et après, du coup là, on ne prend pas en compte la croissance, et après, vous feriez du bénéfice. Évidemment, si l'année prochaine, Téléperformance grandit encore son chiffre d'affaires de 5, 10, 15, 20%, ce n'est que mieux. On a ici l'explication de la chute. Donc on a l'affaire qu'il y avait eu en Colombie, puisqu'on nous avait dit que les salariés étaient maltraités, etc. Il y a eu forcément, du coup, on dit là, à 34% de drop, ce qui est phénoménal, parce qu'on passe quand même de 374 à 170. Il y a eu un démenti, ils ont expliqué, alors c'était pas tout beau tout rose non plus, il y avait quelques petits problèmes, mais c'était loin de ce que, alors selon Téléperformance, c'était loin de ce qui avait été relayé dans les médias, ce n'était pas si grave. Bref, du coup pour eux ça a été corrigé, on est ensuite remonté, et puis là forcément l'acquisition de Majorel, ça a fait un buzz phénoménal, les investisseurs n'étaient pas contents, enfin le marché n'a pas bien accueilli la nouvelle, tout simplement parce qu'ils se sont dit qu'est-ce qu'ils l'ont payé pour eux vraiment trop cher pour le marché, c'était vraiment une survalorisation, même si effectivement ça va pouvoir apporter de la valeur, de toute manière c'est ce que Téléperformance a toujours fait, ils font de l'acquisition externe, de la croissance externe, ça veut dire qu'ils rachètent des concurrents pour finalement les absorber et les intégrer, donc ça fait toujours un concurrent de moins, et en plus du coup ils gagnent leur portefeuille client, leur part de marché, etc. Donc on arrive à une stratégie qui est appliquée habituellement, mais ce coup-ci, le marché a estimé que Majorel avait été trop cher payé et que du coup, comparé aux bénéfices, des retombées bénéfiques que ça allait faire, c'était une mauvaise chose et que ça allait plutôt alourdir le bilan. Du coup, on est passé de 263 à 125 et là, dans quelques slides, ils vont essayer de nous expliquer pourquoi c'est bien. Alors après, on y croit, on n'y croit pas, mais comme c'est eux qui sont au cœur du truc, l'idée c'est quand même d'essayer de se fier à eux, sinon si on considère que l'équipe dirigeante ment, forcément on évite complètement l'entreprise et on n'en parle plus, on ferme le dossier, voilà. Mais si on veut bien écouter ce qui est mis, alors pas forcément religieusement, on peut essayer de comparer avec d'autres sites, d'autres analyses, mais on peut quand même s'appuyer sur la visualisation officielle du management. Il nous explique ici une grosse partie qui a fait rage sur les réseaux sociaux et sur les news de bourse, c'est que Téléperformance allait être complètement anéantie à cause de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle a connu un réel essor, alors pas de technologie parce que ça existait déjà depuis longtemps, mais aux yeux du grand public, depuis la découverte de ChatGPT notamment, qui a fait un énorme buzz. Mais ces programmes-là existaient déjà, donc les professionnels étaient déjà confrontés à ce type de technologie. C'est juste que les investisseurs particuliers et le grand public s'est rendu compte de l'avancée qu'on avait fait parce que ChatGPT fait réellement illusion, même si ce n'est pas une réelle intelligence artificielle qui réfléchit par elle-même, ce n'est qu'une compilation de données et elle donne une réponse qui est complètement en cohérence avec la question posée, mais c'est juste un tri de bases de données vraiment très efficace. Le public, du coup, arrive à assimiler, à essayer à voir que la réponse d'un ordinateur commence à être difficile de distinguer la réponse d'un être humain et la réponse de ChatGPT. Et donc, le public a pris conscience que l'intelligence artificielle, ou du moins ce qu'on nous vante comme l'intelligence artificielle, mais les programmes qui sont comme ça, étaient vraiment bien poussés et avaient bien évolué ces 10 dernières années. Il n'empêche que ce qu'explique Téléperformance, c'est que oui, il y a eu une progression, mais que ce que nous avons aujourd'hui avec la générative AI
finalement, ça ne sera applicable que dans 5 ou 10 ans. Ce qui est logique, parce que c'est une chose de faire des belles réponses sur ChatGPT et de leurrer les particuliers, ça n'enlève rien à la technologie, évidemment, mais il y a une différence entre raconter une blague, écrire un poème ou résumer un texte qu'on a envoyé dans ChatGPT et répondre efficacement à une clientèle, qu'elle soit particulière ou professionnelle. Ce n'est pas du tout la même échelle. Dans un cas, vous pouvez balancer ça sur le net et si ChatGPT se trompe et répond un peu à côté, c'est pas grave, l'opérateur réessayera, reposera sa question différemment et on n'en parle plus. Quand il s'agit d'argent, de business et qu'on s'adresse à des professionnels, on n'a pas le droit d'avoir une intelligence artificielle qui nous envoie dans les choux, qui répond mal à la question, qui nous redirige vers le mauvais service ou juste qui nous dit merci, au revoir, j'ai résolu votre problème, alors que ce n'est pas le cas. Donc, on est vraiment sur ce qu'il y a pour le public, ce qui permet de montrer un peu dans les médias, d'envoyer des strass, des paillettes et de voir ce qu'il est possible de faire dans pas longtemps, et l'application concrète sur le terrain. Donc déjà, Téléperformance nous rassure sur le fait que c'est applicable professionnellement parlant et efficacement parlant dans 5 à 10 ans, ce qui laisse encore quelques années pour Téléperformance pour essayer de trouver, alors ou de changer de business model, ou d'essayer de tirer parti de l'intelligence artificielle. Mais ce n'est pas quelque chose qui va arriver demain et qui met en danger demain. Quand je dis demain, ce n'est pas dans un futur proche, je l'entends au futur dans entre 1-2 ans. Ce n'est pas quelque chose qui est imminent. On passe ensuite sur le coût d'acquisition d'un client. Là, on les a par secteur, donc avec la banque, l'assurance, etc. Et on voit bien qu'un nouveau client, un nouveau consommateur, ça peut coûter cher, entre 10 et 3000 $. Et ce qu'ils expliquent, c'est que c'est connu dans tous les business, acquérir un client pour la première fois, passer d'un inconnu à prospect à client, coûte beaucoup plus cher à une entreprise que reavoir un client, évidemment, puisque un client déjà, si on offre un service de qualité, est déjà convaincu, et ça coûte moins cher de le faire réadhérer à une formule, à un produit, peu importe, à un article, plutôt que d'acquérir depuis ce qu'on appelle du trafic froid vers du trafic chaud, c'est-à-dire quelqu'un qui ne vous connaissait pas la veille, vers quelqu'un qui achète votre produit ou votre service. Et donc, ils donnent un ordre d'idée des tarifs, et on voit bien que, du coup, réussir à se faire bien voir, à donner un service de qualité et à permettre à un client, notamment un client par exemple dans l'assurance qui coûte entre 1000 et 3000, c'est bien plus important de fournir un service de qualité pour fidéliser un client plutôt que de tenter à large échelle, en lançant des filets sur le net, de récupérer des nouveaux clients. Donc on voit bien que, parce qu'à 1500 ou 3000 euros le client, c'est extrêmement coûteux d'aller en chercher à l'appel. Par contre, si on en a quelques-uns et avec qui on fait déjà affaire, c'est beaucoup moins cher, beaucoup plus rentable, et du coup, le service en lui-même, la satisfaction client, est bien plus importante dans ce secteur d'activité que l'intelligence artificielle qui permettrait de répondre à la va-vite et de faire grosso modo de la masse et non pas de la qualité. Donc, ils nous rassurent aussi là-dessus en disant que leur service et leur cœur de métier, c'est du professionnel, c'est bien plus efficace que d'aller pêcher au filet, d'aller envoyer dans de la masse et de récupérer à la volée en automatique. Même si les deux supports sont très bons et sont à exploiter, ce n'est pas une concurrence directe et on n'est pas dans la même cour. Ici, il nous montre tous les secteurs qui sont concernés et surtout ce qu'on voit, c'est qu'on a le e-commerce qui monte forcément depuis le Covid, on a eu une énorme explosion. Alors ça fait déjà quelques années, mais le Covid a explosé tous les records et on voit que eux aussi, Téléperformance est en contact du coup avec les services, enfin avec les plateformes de e-commerce, forcément, puisque quand vous avez des colis qui arrivent à la maison, vous n'avez pas d'endroit physique où aller vous plaindre. Bien souvent, c'est un site internet et il y a un numéro d'appel. Et donc, c'est là que se passe le pouvoir de Téléperformance, parce que gestion d'un côté du marketing, mais aussi du service clientèle, du service après-vente, c'est là leur force de frappe. Donc, forcément, si le e-commerce augmente, leur chiffre d'affaires, leur part de marché en tout cas, peut augmenter. On voit ici la répartition des clients par deux choses, par taille et par secteur. Ce qu'ils nous explique, là où ils veulent nous rassurer aussi, c'est que, donc à gauche, le top 1, donc c'est-à-dire le client le plus important client de Téléperformance, représente 5% de leur chiffre d'affaires. Le top 10, 27%, etc. On comprend bien donc dans le pire des cas, si le plus gros client s'en va, c'est une perte de 5% pour Téléperformance. Alors même si effectivement il y aurait des compensations, etc. Parce qu'un client ne peut pas s'en aller du jour au lendemain comme ça. Forcément, il doit finir d'étaler son paiement. Donc Téléperformance est au courant que dans un an, il va partir, le contrat sera rompu, arrivera à son terme. Donc Téléperformance pourrait chercher d'autres clients. Mais en admettant
Un cas extrême, le client fait faillite, c'était pas prévu, et ce serait le plus gros, évidemment, dans le cas le plus défavorable, le plus contraignant pour Téléperformance, ce serait 5% du chiffre d'affaires qui partirait. Ce n'est pas énorme, et même si ça fait jamais plaisir, on ne couche pas une boîte avec 5% du chiffre d'affaires en moins. Le top 10, donc les 10 plus gros clients, 27%. Donc même s'il y en avait 2 ou 3 dedans qui partaient, on serait d'une chute de l'ordre de peut-être entre 5 et 10%. Ce qui, encore une fois, n'est pas marrant, mais une entreprise peut survivre, surtout une entreprise qui a plusieurs années d'expérience dans le domaine. Ce n'est pas une start-up qui a commencé il y a 12 mois, c'est une boîte qui est là depuis de nombreuses années. 10% sur un mauvais chiffre d'affaires sur une mauvaise année, ce n'est pas grave. À droite, on voit également la répartition par secteur. De la même manière, Téléperformance se veut rassurante puisqu'elle nous montre que même si un secteur en pâtit à cause de l'inflation, à cause d'une nouvelle rechute du Covid, peu importe ce qu'il pourrait y avoir, si un secteur venait à être en berne, et mettons à diviser par deux, donc mettons les assurances, si on se divisait par deux, on aurait une représentation de 14% qui passerait du coup à 7%. De la même manière, 7% sur le chiffre d'affaires, ça ne fait jamais plaisir, mais moins 7% sur un chiffre d'affaires sur une année ou deux, ce n'est pas la mort non plus, on peut s'en relever. Donc on voit bien ici que Téléperformance est diversifiée au niveau des clients et au niveau des secteurs, donc ce n'est pas un risque imminent en soi. On voit ici les revenus par secteur. Donc on voit là en millions, 1,14, alors 1140 pardon, millions, donc 1,14 milliard, les healthcare, etc. Et on voit aussi que du coup, ce ne sont pas du tout des profils qui sont impressionnés par exemple par ChatGPT, etc. C'est quelque chose, la banque et les services financiers, ce n'est pas avec 2-3 petits trucs de ChatGPT ou d'intelligence artificielle autre qu'on peut réussir à avoir ce genre de clients. Ces clients-là fournissent du service de qualité, il y a des finances, des millions d'euros en jeu. Ça ne veut pas dire que ça n'arrivera jamais, ça veut juste dire que ces clients-là ne suivent pas la mode. De la même manière, dans la santé, ce sont des clients qui ne jouent pas comme ça avec une mode et qui se disent tiens, ça y est, on va mettre de l'intelligence artificielle partout, peu importe si ça marche ou pas, ou s'il y a un taux de réussite de 50-60%, ça nous va bien, on fait des économies. Absolument pas. Dans la santé, on ne peut pas se permettre ce genre de choses, même s'il y a toujours des boîtes qui se le permettent, mais globalement, dans ce genre de domaine, ce n'est pas le cas. Donc, avec par exemple 150 clients plus 65 clients, ce qui est quand même un truc assez raisonnable quand on voit ici ce qui reste. Alors forcément ici on a des services spécialisés 30 000, mais du coup ça va de tout à rien. Mais quand on voit ici rien que la santé, la banque, les finances et les transports, pareil, puisque forcément, du coup, transport et hôtellerie, vous ne pouvez pas avoir ChatGPT qui vous annule les commandes, qui envoie n'importe quoi, n'importe où, qui ne peut pas se permettre d'une mauvaise satisfaction client ou de mal y répondre. Bref, on a ici quelques clients où on voit qu'il y a des revenus importants et c'est des clients qui ne peuvent pas se permettre de par ou leur statut, comme par exemple le gouvernement, ou de par le métier, le secteur qu'ils exercent, ne peuvent pas prendre à la légère, donc il faut un service de qualité derrière, et donc Téléperformance reste une pointure, une référence dans ce domaine et n'est pas prêt de se faire détrôner. Même si un jour ça peut venir, on ne balaye pas tout comme ça, un service comme ça, du jour au lendemain. Ici, il nous explique l'atout que Majorel pourrait avoir en fusionnant, en ayant acquis Majorel, Téléperformance pourrait avoir de nouvelles perspectives et de nouvelles verticales pour justement réussir à s'en sortir. On voit bien tout ce que Téléperformance propose comme solution et ce que Majorel pourrait apporter. Donc on voit bien que c'est complémentaire, même si évidemment il va y avoir des coupes qui vont se faire parce que quand vous avez deux équipes d'avocats fiscalistes dans chacune, une équipe par entité, forcément quand vous faites l'acquisition d'une boîte, vous supprimez une grosse partie des comptables, des PDG. Mais globalement, il va y avoir une complémentarité et du coup potentiellement des nouvelles parts de marché ou une meilleure efficacité sur les parts de marché existantes. On voit ici les revenus, les richesses des clients de Téléperformance. On voit ici que les clients avaient des revenus supérieurs à 100 millions. Il y en avait 2 en 2018 et 8 en 2023. Supérieurs à 10 millions, 16 et 23. On n'est pas sur une progression énormissime, mais on voit bien que Téléperformance se concentre sur des gros acteurs riches. Et on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Ce sont des clients imposants qui ne peuvent pas se permettre de suivre une mode et de potentiellement se taper un mur si jamais ce n'était qu'une mode et que ce n'est pas efficace. C'est des clients qui ne peuvent pas se le permettre. Ce sont des grosses industries avec des millions d'euros en jeu. On ne rigole pas avec ces revenus-là. Donc il y aura peut-être un petit test de la part de ces sociétés et de ces clients pour mettre un doigt de pied dans l'intelligence artificielle, mais on peut penser que Téléperformance va rester leur partenaire majeur pendant encore quelques années.
On voit ici ce que je disais tout à l'heure, la stratégie de téléperformance qui vise à chaque fois faire des acquisitions. On voit qu'ici, pendant des années, il n'y en a pas eu et on a eu des acquisitions en pagaille derrière. C'est leur stratégie, ils absorbent les concurrents, grossissent, ils arrivent du coup à intégrer de nouvelles verticales, à améliorer les process, à optimiser, à gagner des parts de marché. Bref, c'est une stratégie comme une autre et elle a prouvé son efficacité sur beaucoup d'entreprises et beaucoup de secteurs. Donc une croissance externe, c'est quelque chose qui marche et Majorel, l'acquisition de Majorel en fait partie et pour l'instant, ils sont confiants et ils expliquent que c'est une habitude de faire ce genre de stratégie et que jusqu'à maintenant ça leur a bien réussi et il faut avouer que du coup quand on voit où Téléperformance en est et toutes les acquisitions qu'elle a faites, on peut comprendre que c'est peut-être pas la meilleure dans les stratégies de fusion-acquisition, mais qu'elle doit avoir une certaine expérience et être plutôt efficace et savoir de quoi elle parle. Donc quand elle décide d'acheter Majorel à un certain prix, même si le marché estime que c'est trop cher, on peut penser que Téléperformance sait ce qu'elle fait et qu'on aura bientôt la visualisation de ses résultats. On voit ici, parce que c'est à la mode, et c'est un, parce que c'est à la mode, et deux, parce que c'est justement un gros souci qu'il y avait eu entre eux et l'intelligence artificielle. Donc, ils l'ont intégré dans leur présentation et expliquent ce qu'ils sont capables de faire, les axes qu'ils sont en train de développer, et justement ce qu'ils sont en train d'intégrer. Donc, on voit bien ici l'intelligence artificielle, l'intégration. On voit l'analyse de beaucoup de data en ligne. Bref, on voit qu'ici, ils intègrent, ils sont hybrides. Ils intègrent l'intelligence artificielle, ils intègrent l'analyse de données intelligentes et ils se veulent rassurants par rapport à ce qu'il y avait eu comme news dans les médias et ils se veulent aussi en train de surfer sur la mode parce que on a vu une augmentation de près de 200% des mots intelligence artificielle dans tous les rapports entre 2021 et 2022. Ici, ils reviennent sur les points essentiels de l'acquisition de Majorel. Donc pour eux, c'était du coup une bonne stratégie. Et on a ici les chiffres, donc un prix de 30 € par action. On voit que pour eux, ça fait sens. Et que du coup, une nouvelle intégration avec ce qu'on voit ici avec les capitaux, c'est une bonne chose, une bonne nouvelle. Il nous donne ici un process typique lors d'un appel. Et on voit bien que, alors avant ou encore maintenant, le standard call, donc le call flow, donc le flux, alors c'est le flux, mais c'est comme les conditions d'un appel standard. Donc on voit bien, on voit les différentes phases, et on voit qu'avec GPT, c'est raccourci, et que du coup, alors forcément, sauf la première authentification, mais on voit que le reste est plus court, et du coup, on a une optimisation. Forcément, si les appels durent moins longtemps et qu'on traite la même qualité ou la même donnée, forcément, on peut prendre plus d'appels avec le même nombre de personnes. Ce qui fait que du coup, c'est une efficacité supplémentaire. Donc on voit ici qu'il y a 90% d'erreurs en moins, et on voit qu'on arrive à économiser un peu plus, à environ 40%, c'est 40% plus rapide. On nous explique donc que forcément si on est 40% plus efficace ou 40% plus rapide, 90% en moins d'erreurs, forcément on va avoir un impact sur, alors non pas le chiffre d'affaires, mais sur la marge, sur l'EBITDA, puisque forcément derrière, si on est plus efficace avec le même volume, c'est plus de marge qui rentre, puisqu'on traite plus d'affaires ou mieux. Et il nous explique que du coup, il y a deux solutions, où on garde le même tarif pour les clients, et du coup c'est de la marge en plus, donc c'est de l'argent qui rentre dans les caisses, ou on baisse le prix, alors que ce soit 100%, à moitié, trois quarts, et du coup, on fait une petite marge quand même, et on gagne des parts de marché, parce que si on est moins cher que les concurrents, on peut potentiellement acquérir plus de clients. Il nous donne les deux cas de figure, avec les chiffres qui en ressortent, pour justement rassurer et dire, voilà, dans les deux cas, dans les deux stratégies, on fait quand même des gains sur les marges, et où on choisit la stratégie 1, où on se gave, en gros, ou on fait la stratégie 2, où on gagne quand même sur des marges, mais on essaie d'avoir un maximum de clients supplémentaires et d'augmenter la croissance. Et une dernière petite slide pour montrer, enfin 2-3 slides juste pour rappeler un peu le marché et l'environnement concurrentiel. Donc c'est pour eux et leurs concurrents et pour dire que, comme d'habitude, tout se passe bien, tout va bien, tout grandit, on est les meilleurs. Alors évidemment, c'est ce que chaque entreprise fait, mais là, on a quand même des datas. On voit bien que la croissance est au rendez-vous. Ça, on voit avec les différents graphiques, même si effectivement, il faut aller plus en profondeur et étudier les rapports financiers, mais globalement, les chiffres généraux sont là. Que le marché est grandement dominé par des interactions vocales. Donc du coup, on voit bien que ChatGPT n'a pas beaucoup de place pour l'instant, même si ça va se démocratiser, puisqu'on le voit bien, il y a encore 20 ans, personne ne parlait sur un site internet à un service après-vente, un petit encart en bas à droite qui nous dit avez-vous besoin de quelque chose. Aujourd'hui, ça se démocratise, mais on voit bien que ça reste quand même 24% des du coup non-voice interaction, donc on n'a pas du tout en aucun cas
une personne de l'autre côté, ça représente 24%. Et dans ces 24%, on voit bien ici qu'il y a chat messaging, email et social media. Donc, les emails, c'est pas encore pour tout de suite d'avoir un chat GPT qui répond immédiatement, même si on a déjà des réponses qui sont souvent préfaites, mais elles sont vérifiées et validées par un œil humain, puisque un mail a une validité juridique, alors que chat messaging n'en a pas. Et donc quand on a en bas à droite une petite fenêtre qui s'ouvre, une petite fenêtre de chat, et qu'on peut parler avec une intelligence artificielle, si elle se trompe ou qu'elle envoie vers de mauvaises informations ou pas très bien ou que c'est pas encore optimisé, qu'on a passé 10 minutes à essayer d'expliquer ce qu'on voulait et à tourner en rond, ce n'est pas quelque chose qui est encore très répandu et pas quelque chose d'efficace. Donc c'est pour montrer que c'est une petite part de marché et que sur cette petite part de marché, les 24%, on a encore une partie ici qui n'est pas prête, qui est segmentée et qui n'est pas prête de recevoir, d'être prêt pour ChatGPT. Donc ça se veut encore une fois rassurant. Et ils finissent par nous rappeler que Téléperformance est le premier et de loin, parce qu'on a ici les chiffres là. Donc on voit bien dans 91 pays contre 60 et quelques pays, et on voit bien ici les revenus, ce qui nous prouve qu'ils sont de loin les premiers. Et en plus, vu la stratégie de Téléperformance, s'ils se mettaient à racheter une petite entreprise par là, on voit bien que la barre en plus ici qu'on mettrait en haut là, ce serait, on doublerait de taille comparé au second, ce qui est une très bonne chose. Attention, être très gros veut dire aussi que pendant les années futures, on va faire forcément moins de croissance. Donc si vous voulez quelque chose de très dynamique, de très qui va faire des multiples, peut-être s'orienter vers des petites sociétés. Mais si jamais vous êtes plus sur un long train de tranquille et essayer d'assurer la sécurité, même si ça ne veut pas dire, c'est pas parce qu'on est le plus gros qu'on est infaillible, mais globalement, une boîte qui est leader dans son domaine, qui est 2 fois plus importante que le second, et qui arrive à faire de l'acquisition de plus en plus et à renforcer ses parts de marché, c'est quand même plutôt rassurant et on a quand même moins de probabilité d'avoir des soucis avec ce genre d'entreprise. Voilà, j'espère donc que cette petite présentation couplée aux 2 précédentes vidéos, donc sur les ratios financiers et sur la valorisation, si vous ne les avez pas vues, vous pouvez aller les voir, ça pourra toujours vous donner des billes en plus. Mais j'espère que ce trio de vidéos vous a aidé, vous a aiguillé sur Téléperformance et vous montre que non, il n'y a pas grand chose à craindre pour l'instant, même si ça ne veut pas dire que le titre ne va pas rebaisser. Attention, on peut toujours descendre encore et encore. Ça ne veut pas dire non plus qu'il n'arrivera pas de signe noir ou de problème, ça peut toujours arriver, mais globalement, les tendances sont quand même plutôt favorables. Téléperformance consolide sa position de leader. L'intelligence artificielle n'est pas un danger immédiat. En plus, ils commencent à l'intégrer dans leur process pour être plus performants. Le marché en lui-même, déjà à 75%, est resté sur des interactions vocales, donc pas du tout de ChatGPT pour l'instant. Et sur les 24% qu'il reste, une bonne partie n'est pas encore prête à recevoir ChatGPT. Donc même si c'était le cas, même si dans les 5 ans à venir, cette part passe de 25 à 30 ou 40%, et que du coup, sur ces 30 ou 40%, la moitié n'est toujours pas utilisable, ça fait toujours que 20%. Et d'ici quelques années, Téléperformance aura eu le temps d'intégrer des nouvelles verticales, des nouveaux process, éventuellement eux aussi de l'intelligence artificielle pour récupérer ces parts de marché-là. Bref, pour moi, tout est favorable. Ça ne veut pas dire qu'il faut mettre vendre la baraque, femme, enfant, vendre un rein et mettre tapis dessus. Ça veut juste dire que je pense qu'on est plus dans une ascension dans les prochaines années qu'une chute du cours. Ou en tout cas, même si le cours des fois vit indépendamment des revenus, je pense vraiment qu'on va avoir des revenus et des marges en augmentation dans les prochaines années. On a plus de probabilité d'aller par là que d'avoir une baisse structurelle des revenus et du chiffre d'affaires. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine. Salut!